sur la côte atlantique. Et si Franck Gourdel, directeur technique et innovation du groupe CISN, et Dorian Guinut, chargé d'études durabilité et énergie de Capter, venaient nous rejoindre pour présenter le projet Kenkis Écoquartier de la Maison Neuve à Guérande. Pour mettre en œuvre un petit peu, on va se rendre compte si cette réglementation plus c'est moins mise en route et devenant RE 2020, si c'est faisable. Donc vous allez nous raconter tout ça, vous avez une vingtaine de minutes. Donc restez plutôt devant, les tables sont faites en fait pour vous empêcher de reculer. On s'avance. Voilà, très bien. Bonjour à tous et à tous. Avec Dorian, donc, nous allons vous présenter l'opération de la résidence de Kenkis, qui est située dans l'écoquartier de la Maison Neuve à Guérande. Cette ZAC est aménagée par Loire-Atlantique Développement. On l'aperçoit sur la photo aérienne au nord-ouest du centre historique de la ville de Guérande. Donc, c'est une opération qui est réalisée par CISN Résidence Locative, qui fait partie du groupe CISN. C'est le bailleur social qui intervient sur l'ouest de la Loire-Atlantique. L'équipe de maîtrise d'œuvre est composée du cabinet MXC Architecte, mandataire de l'équipe, de Betom Ingénierie, bureau d'études tout corps d'État, de Capter, bureau énergie environnement, du paysagiste Hawk, et on a aussi un AMO environnemental, le cabinet Simoé. Donc, le projet comprend 31 logements collectifs et individuels. On a 2 maisons qu'on aperçoit à droite, avec une salle de convivialité en rez-de-chaussée, une chape totale de 2003 m². Donc 3 bâtiments, le bâtiment principal au centre de l'image avec 25 logements, un niveau de parking au rez-de-chaussée, donc un bâtiment R+3, un autre petit bâtiment collectif qu'on aperçoit en bas à gauche en blanc, qui est un bâtiment de 4 logements en R+2, et donc les 2 maisons individuelles à droite de l'image. Donc la typologie des logements est variée, du T2 au T4, avec une surface moyenne de 63 m² habitables. Le démarrage des travaux est intervenu en décembre 2020 et la livraison est programmée pour décembre 2022. Ce qui caractérise le projet de la résidence de Kenkis, au-delà des objectifs environnementaux qu'on s'est fixés assez ambitieux, c'est également la richesse de son programme et sa qualité d'usage. Puisque effectivement, c'est un projet intergénérationnel. Il y a 16 logements qui sont réservés pour les seniors avec une conception de logement et une adaptabilité qui va permettre d'accompagner le vieillissement. Il y a également toute une approche sur le vivre ensemble à travers des lieux communs, lieux de rencontre et d'échange. Donc la salle de convivialité en rez-de-chaussée qui va permettre d'accueillir les seniors de la résidence mais aussi du quartier avec une animation qui sera développée par le CCAS. On a des salons aussi d'accueil dans les étages avec des vues dégagées sur les espaces verts. Et enfin, donc, le jardin paysager avec le jardin potager en cœur d'îlot, qui sera la pièce centrale qui permettra aux résidents de se rassembler. Kenkis, c'est aussi un projet qui a des ambitions en matière de biodiversité, puisqu'on le voit au centre de l'opération, il y a une haie bocagère préexistante, et tous les bâtiments sont venus s'intercaler autour de la haie bocagère, avec l'idée de mettre en œuvre un projet paysager qui permettait à la fois de la renforcer, mais aussi de développer un projet de végétalisation qui serait connecté aux différents corridors écologiques qui ont été imaginés et mis en place au niveau de la ZAC. Donc un de ces corridors se trouve notamment au nord-est de l'opération. Donc on voit ces connexions. Donc, pour essayer de favoriser cette biodiversité, on savait qu'il fallait associer les habitants. Donc c'est aussi un projet pédagogique avec la LPO qui va intervenir pendant un an pour proposer des ateliers pour observer la petite faune et les oiseaux. Et ce sera l'occasion aussi d'essayer de fédérer les familles, les enfants et les seniors autour de cette observation. Et enfin, donc, des logements agréables, parce que les surfaces sont généreuses, chaque logement a un espace extérieur, il y a des rangements privatifs pour chaque logement, et on a développé aussi toute une attention sur la luminosité dans les logements et le confort thermique. Alors, comme l'a dit M. Gourdel, c'est un projet sociétal, intergénérationnel, mais pas des moindres au niveau de l'environnement. C'est un projet qui a de nombreuses ambitions, autant d'un point de vue énergétique, sur la réduction de l'impact carbone et sur les données sociétales, donc avec un label B+. Donc,
les différents labels qui permettent de valoriser la partie énergétique, c'est dans un premier temps un calcul PHPP avec une démarche passive. Sur le projet, nous sommes avec de la ventilation, on devait être avec de la ventilation naturelle assistée, donc les besoins ont été revus à la hausse pour atteindre des besoins inférieurs à 30 kWh par mètre carré et par an. Dans un deuxième temps, on a le label énergie carbone avec un niveau E3 énergétique. D'un point de vue carbone, on va avoir deux éléments. On va avoir toujours par rapport au label E+, C-, un niveau carbone 1 atteint confortablement et surtout un objectif au niveau du label biosourcé, donc le label d'État, pour atteindre le niveau 2 au minimum. Ce que l'on atteint aussi confortablement. D'un point de vue sociétal, il y a le label B+, qui lui va amener différentes exigences au niveau des consommations, des besoins, des équipements hydroéconomes, une approche sur le chantier propre. Voilà. Et enfin, pendant tout au long du projet, nous avons eu l'étude de la ventilation naturelle assistée contrôlée, qui était en partenariat avec Astato et le cabinet Collet. Et donc l'ensemble de ces exigences ont permis à Kenkis de remporter le trophée de l'innovation de l'Union sociale pour l'habitat, avec un prix coup de cœur. Donc les choix techniques retenus. Tout d'abord, c'est une conception vraiment bioclimatique avec des projets compacts, des logements pour la majorité traversants et une réflexion réelle sur l'orientation. Donc on est parti sur une orientation sud principalement pour capter les apports. On a réfléchi quand même à trouver l'optimum pour assurer le confort. Les grandes baies sont données avec, ont toutes des protections solaires qui sont passives, c'est-à-dire que ce ne sont pas les volets roulants qui assurent le confort de ces logements, comme on peut le voir assez régulièrement. Au niveau de l'enveloppe, nous sommes sur un mur ossature bois d'une résistance thermique de 7 et après des toitures avec une résistance de 11. Donc vraiment les standards du passif. Nous avons choisi une structure mixte bois-béton avec une ossature intérieure qui est en béton, qui fait en fait le squelette du bâtiment et qui permet d'apporter de l'inertie au bâtiment. Et l'enveloppe extérieure agit comme une double peau pour isoler thermiquement le bâtiment. Donc beaucoup de matériaux biosourcés, tous les isolants sont biosourcés sur le projet. On travaille avec la société Cavac Biofib pour tout l'isolant intérieur du MOB et également deux isolants de chez Pavatex, le PavaWall et le PavaTherm, parce qu'on a deux finitions différentes, donc une finition en enduit et une finition bardage bois. Nous avons choisi le chauffage gaz pour chauffage gaz double service pour des soucis de gain de place et une production photovoltaïque qui nous permet d'atteindre le niveau E3 confortablement et qui permet d'atteindre le niveau 3. Juste pour compléter, il y a des photos là, de réalisation en terre crue, parce qu'on a aussi voulu expérimenter l'utilisation de la terre crue à la fois sous briques d'adobe, de murs en torchis ou d'enduit. Donc les parties communes seront enduites avec de la terre. On a des murs donc, qui servent aussi pour réguler l'hygrométrie, notamment dans la salle, et des cloisonnements en torchis dans la salle. Donc ça vient compléter un petit peu toute la démarche. Quelques données économiques sur le projet.
lorsque nous avions candidaté pour réaliser l'opération en 2018, on imaginait pouvoir réaliser le projet avec un coût de construction de 1 450 € hors taxe par mètre carré de surface habitable, donc hors VRD, espace vert. Lorsqu'on a reçu la première estimation APS en juillet 2019, on a vu qu'on était assez loin de cet objectif, ce qui nous a conduit avec l'équipe de Maîtrise-œuvre à revoir un peu la conception du projet dès le début pour améliorer sa compacité, améliorer aussi l'optimisation de la structure. Et on voit que ça a porté ses fruits, puisque après on est revenu sur un coût qui était plus raisonnable et plus en relation avec l'objectif qu'on s'était fixé au départ. Ensuite, on a connu le confinement, quelques aléas au niveau de la taxe, les prix qui ont augmenté en parallèle. Et donc pour finir, aujourd'hui, le coût de construction, c'est 1 667 € hors taxe par mètre carré de surface habitable. Quelques chiffres dans ce ratio. La ventilation naturelle assistée contrôlée, c'était 70 000 € hors taxe pour 18 logements, donc un peu moins de 4 000 € par logement. Et les panneaux photovoltaïques, ça représente 47 500 € hors taxe. Donc c'est un prix qui reste raisonnable et qui prouve que l'opération est quand même reproductible. Aujourd'hui, donc, on a fait face, comme tous les maîtres d'ouvrage, à des demandes de revalorisation des marchés. Mais comme on ne fait pas la VNAC, ça vient se compenser et finalement, ce coût sera maintenu à l'arrivée à la livraison de l'opération. Donc les éléments positifs, c'est évidemment l'atteinte des performances énergétiques. Donc on est, là je vous ai mis les différents objectifs, le calcul RT, calcul E plus C-, la part de NR, les besoins de chauffage calculés par le PHPP. Donc on est sur un BBO inférieur à 56%, donc, enfin à moins 56% par rapport à un bâtiment RT 2012, ce qui est logique avec les standards passifs qui ont été mis en place. Au niveau du CEP, on atteint une RT moins 75%, avec la production photovoltaïque, donc, qui nous permet d'atteindre le niveau E3. Sans cette part ENR, le bâtiment atteint quand même une performance RT 2012 moins 40%, donc ce qui est très satisfaisant. Donc ça a vraiment été lié au travail qui a été fait sur l'enveloppe pour limiter au maximum les déperditions. Sur la surface photovoltaïque, du coup, on a mis 136 mètres carrés, ce qui représente 38 kW crête. Et du coup, on a une étanchéité à l'air qui est à 0,4. Oula, une petite erreur d'unité. Donc, qui sera assurée par un panneau USB, donc le Vapor Block, qui a la spécificité de créer l'étanchéité à l'air sur l'opération. Cela permet d'éviter d'avoir des jonctions, d'avoir un pare-vapeur qui est dur et éviter tout problème de percement. Au niveau de l'atteinte des performances environnementales du concours, au niveau du carbone et au niveau du biosourcé, les atteintes ont été validées assez rapidement. Au niveau carbone, on atteint, donc, au niveau de l'EGES, donc l'émission de gaz à effet de serre générale du bâtiment, on atteint le niveau C1 confortablement, et pareil au niveau du PCE, donc le produit construction et équipement, où on a eu un travail assez important au niveau de la maîtrise d'œuvre pour choisir les matériaux, définir quels étaient les matériaux avec un impact carbone moindre, parce que l'utilisation de biosourcés, même si elle est massive sur le projet, elle nécessite quand même d'avoir des fiches de déclaration environnementale et sanitaire assez précises pour éviter d'avoir un projet carbone trop important. Et au niveau du biosourcé, on peut parler de la terre crue, des isolants et pareil de nos mobs. On vous a présenté les éléments positifs. On va vous dire aussi les difficultés qu'on a pu rencontrer sur ce projet. Donc la grande complexité, ça a vraiment été de concilier les nombreux objectifs environnementaux qu'on avait sur le projet. Certains étaient interdépendants les uns des autres, donc on joue sur le carbone, mais du coup on va jouer sur le biosourcé,
et pareil, d'un point de vue énergétique. Deuxième point qui a été compliqué, c'était s'adapter au terrain pour le chantier, parce qu'on était sur un terrain qui était quand même très réduit, on n'a pas beaucoup de place. Il y a eu beaucoup de modifications sur les chantiers, sur la charte chantier faible nuisance qui avait été fait pour prendre en compte naturellement la sauvegarde de la haie bocagère qui était au milieu, mais aussi permettre d'implanter la grue. Et voilà. Et sur la mise en œuvre de la ventilation naturelle, donc c'était un objectif qui était porté par l'aménageur, qui nous tenait vraiment à cœur, développé en commun avec 3 maîtres d'ouvrage, puisqu'on a conduit ensemble une ATEX qu'on a obtenue. La difficulté, c'est qu'avec cette ATEX, il y avait des recommandations. Et suite aux différents échanges avec les bureaux d'études, les bureaux de contrôle et le constructeur de la ventilation naturelle assistée contrôlée, il s'avère que les différentes recommandations, on n'a pas été en capacité de les suivre. Donc il y avait le titre 5 qui était absent, donc ça posait un problème par rapport à la réglementation thermique. On avait également des problèmes d'acoustique qui n'étaient pas complètement résolus et même des questions de débit sanitaire. Donc on a attendu jusqu'au dernier moment avant de démarrer les travaux, et puis finalement on a pris la décision de s'engager sur la construction sans la ventilation naturelle. Donc aujourd'hui on est passé sur une ventilation classique. Donc sur les enjeux à venir, il y aura justement le chantier faible nuisance, où nous assurons la mission de suivi pour éviter d'endommager toute la partie environnementale du projet. Et ensuite, bien sûr, pendant toute la phase de construction, il y aura des contrôles des performances, donc par les visas du chantier jusqu'à la livraison. Et sur la sensibilisation, ça débutera avec les équipes en interne qui vont faire la maintenance des bâtiments avec les entreprises qui auront les contrats d'entretien. Donc ça, on a commencé déjà à avoir des réunions en amont. L'accompagnement, ce sera pour les locataires, puisqu'il va falloir qu'ils s'approprient le bâtiment, à la fois dans les usages qu'on souhaite mettre en œuvre, mais aussi dans sa technicité. Donc là, on a une réelle volonté de les accompagner. Et puis la LPO participera à cet accompagnement sur le volet biodiversité. Et enfin, pour finir, le projet, nous remercions CISN pour présenter le projet comme un pilote pour le futur label Low-Tech Building, donc qui actuellement est en cours de rédaction. Il sera bientôt présenté, et donc on ne manquera pas de vous tenir au courant de ce futur label. Merci beaucoup. Merci à vous.